Bienvenue à Campus TV, vous regardez Student Debate, l'émission qui donne la parole aux jeunes de parler, de s'exprimer, mais surtout de défendre leurs opinions sur les thématiques qui meublent leur actualité. Sexualité en milieu scolaire, quand, comment, pourquoi, c'est tout de suite. Vous êtes à la quête d'un studio de photographie de qualité supérieure pour capturer vos moments les plus précieux? Ne cherchez pas plus loin. Digital Magic Studio est le lieu idéal pour réaliser vos séances photos les plus mémorables. Avec une attention méticuleuse aux détails et une expertise de son pareil, nous vous offrons une gamme variée de séances photos. Que ce soit pour un portrait personnel, un mariage élégant, une séance photo en famille ou des photoshooting de mode et bien d'autres encore. Notre équipe de photographes expérimentés est là pour vous satisfaire. Chez Digital Magic Studio, nous comprenons que chaque moment est unique et précieux. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour capturer l'essentiel de votre personnalité et créer des images qui vous feront revivre des instants magiques. Ne manquez pas l'opportunité de créer des souvenirs uniques et intemporels. Contactez-nous dès maintenant au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17 par téléphone ou via WhatsApp pour réserver votre séance photo chez Digital Magic Studio, situé à l'Axe-Lou Bonateki dans la ville de Douala. Digital Magic Studio, votre destination de choix pour des photos incroyables. Bonjour et bienvenue. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis en compagnie des charmantes demoiselles à qui je vais passer le bonjour. Bonjour Colette. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien, merci et vous-même. Ça va. Vous êtes étudiante en communication, Injection de la communication. en gestion de la communication et par ailleurs vous êtes titulaire d'un quatrième, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs de l'enseignement. Technique. Bravo. De l'autre côté, j'ai Danielle, la magnifique Danielle. Bonjour Danielle. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous-même? Ça va. Vous êtes vice-présidente du Forum régional des jeunes du littoral. Oui. Et représentante de Carnafour. Alors, je vais entrer dans le brief de notre association. Bon, la Carnafour, c'est une ONG à but non lucratif qui fait essentiellement dans la santé sexuelle et de reproduction, en abrégé SDSR. Généralement, nous faisons dans des causeries éducatives qui vont à l'endroit des jeunes filles et des jeunes garçons scolarisés et non scolarisés. Nous menons également des campagnes de dépistage et de sensibilisation, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu académique. De l'ONG Carnafour. Oui, exactement. Installez-vous confortablement, ça démarre tout de suite. Si vous regardez Student Debate, l'émission qui donne la parole aux jeunes de Paris. Je commence par vous, mademoiselle Colette. Oui. Pour vous, c'est quoi le sexe? Le sexe est une activité intime que peuvent pratiquer des personnes de tout âge. De tout âge. Déjà, pour moi, à partir de 18 ans, oui. Ils peuvent le pratiquer. Peu importe qu'il soit étudiant, je sais pas, salarié, peu importe. C'est ma vision du sexe. Peu importe le domaine. D'accord. Vous êtes d'accord avec sa définition, madame Danielle? Vous avez quelque chose à ajouter? D'accord avec ce que madame Colette vient de dire. J'aimerais aussi ajouter que le sexe est un moment de plaisir, certes, mais c'est également un moment très intime que deux partenaires doivent réellement prendre en compte lors de rapports sexuels. D'accord. C'est un moment intime que deux partenaires doivent prendre en compte lors d'un rapport sexuel. C'est bien dit, ça c'est Daniel qui nous informe ce matin. C'est Daniel qui nous informe ce matin sur sa définition à elle du sexe. Maintenant, ce que j'aimerais dire, est-ce que le sexe a sa place dans le milieu académique pour vous? D'une part, je dirais oui, d'une autre part, je dirais non. Et pourquoi oui? Oui, dans la mesure où c'est quelque chose d'inévitable, on ne peut pas éviter. D'accord. Et non? Et non dans la mesure où c'est un frein pour la scolarité d'un élève ou d'un étudiant. D'accord. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et pour vous, Colette, est-ce que le sexe a sa place dans le milieu académique? Tout à fait. Le sexe a sa place dans le milieu académique. Et pourquoi? Parce que nous sommes soit collégiens ou étudiants, mais nous avons droit à une vie privée. Nous avons droit à se faire plaisir. Le plaisir et l'école vont de pair.
D'accord, le plaisir et l'école vont de pair. Ça, c'est Colette qui nous dit, hein. Je suis ravi de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça ce soir. Peut-on concilier relation amoureuse et études pour vous? Bien sûr, bien évidemment. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il faut juste savoir gérer. Moi, je dirais ça, c'est une histoire de gestion, de planning. Lorsque nous sommes à l'école, on est à l'école, nous sommes concentrés, on fait bien l'école. Déjà, l'école, c'est pas pour toute la journée. L'école, c'est pour quelques heures. Une fois que l'école est finie, nous rentrons à la maison. Pourquoi pas leur accorder 2 à 3 heures de temps à notre petit ami? Il faut juste faire une checklist. On essaie de s'organiser afin de pouvoir gérer les deux. D'accord. Pour Colette, on essaie de s'organiser afin de pouvoir gérer les deux. C'est ce qu'elle nous conseille pour mieux rallier sexe et études. Bon, on va voir ce que Daniel en pense. Bon, pour ma part, nous ne devons pas mélanger les deux. Moi, je pense que, étant élève ou étudiant, il est primordial de se concentrer d'abord dans ses études, puisque le sexe ne suit pas. À tout âge, ou bien même après votre études, vous pouvez pratiquer votre sexe tranquillement. Mais surtout, avoir une sexualité saine et responsable, c'est la première des choses. Lorsque un élève ou un étudiant a une sexualité saine et responsable, bon, ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas de problème. Oui. Donc pour toi, c'est pas possible de rallier sexe et études, c'est ça? Non. Je reviens sur les mots de la demoiselle Daniel. On a dit, vous avez dit le sexe ne fuit pas. Oui. Mais l'école non plus ne fuit pas. La preuve, il y a des établissements où on retrouve même pour le baccalauréat candidat libre, les mamans. À l'université, il y a des personnes de tout âge. Les papas, les grands-pères. Mais est-ce que vont-ils d'abord dire, je finis l'école avant d'entrer dans la vie sexuelle? Non. Le sexe, d'abord, c'est primordial, c'est prioritaire parce que il y a l'âge de découverte du sexe. Une fois cet âge passé, on n'aura plus le même goût. Faut pas me dire que vous pouvez pas avoir votre première relation sexuelle à 30 ans. Ça se dit pas, ça se fait pas. Ok. De nos jours, Oui. les élèves, la plupart même des élèves, vous savez que lorsque ils commencent déjà à connaître ce qu'on appelle le sexe ou le rapport sexuel, pour eux, c'est comme si c'est tout ce qui existe dans ce monde. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des élèves, même des étudiants, ne connaissent pas ce qu'on parle de sexe, ne connaissent pas avoir une sexualité propre et saine. D'où intervient le rôle des parents. Réagissez, Colette. Tout à fait. D'où intervient le rôle des parents. Tout à fait. Mais maintenant, c'est pas tous les parents qui jouent leur rôle. À ce niveau, nous sommes plus dans un monde préconiste, nous sommes dans un monde où on a tout à tellement évolué, rien qu'avec notre smartphone. On n'a pas besoin d'aller rencontrer un spécialiste, un docteur, un médecin, du tout. On prend dans Google qu'est-ce qu'il faut pour éviter de maladies, qu'est-ce qu'il faut pour faire, qu'est-ce qu'il faut que nous donne tout ce qu'il faut. C'est donc dans cette mesure qu'on doit interpeller les parents à converser avec leurs enfants ou les étudiants à la maison par rapport à leur sexualité. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de parents prennent ça comme un sujet tabou. Ce n'est pas à discuter. Donc pour vous, le parent doit être ouvert avec l'enfant dans son milieu académique et mieux lui parler du sexe, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes d'accord? Je pourrais ajouter encore également, s'il vous plaît. Allez-y. Parce que lorsque l'enfant se sent content, lorsqu'il rentre et que son parent lui parle de la sexualité, il est plus à l'aise que de parler avec son ami. Plus à l'aise. Parce qu'il se dit que non, si son parent déjà commence à avoir une conversation avec cela, ça veut dire que non. C'est quelque chose qu'il doit prendre au sérieux. C'est quelque chose qu'il doit prendre au sérieux. Mais maintenant, j'aimerais réagir. Comment ouvrir le débat avec un parent? Comment ouvrir le débat entre parents et étudiants pour parler du sexe? Là, c'est un peu très compliqué parce que vraiment, il y a les parents qui refusent de comprendre que mon enfant pratique déjà. Il y a les parents qui disent, ils savent que c'est ça, mais ils refusent de l'accepter. Il y a d'autres qui sont très ouverts. Moi, dans mon cas, moi, avec mes parents, vraiment, ils ont refusé d'accepter. Ils ont refusé et jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. Là, dans ce cas-là, c'est à l'enfant d'être éveillé. Vous ne pas être dispersé dans la relation sexuelle. Vous ne pas aller avec Jean, avec Paul et avec Pierre. Moi, mon parent, c'est mon smartphone. C'est avec lui que je converse. C'est lui, avec lui que je parle de mon intimité. C'est donc pour ça que j'ai dit tantôt qu'il faut interpeller les parents à avoir une discussion avec leurs enfants par rapport à la sexualité. Comment ouvrir ce débat-là, Daniel? Comment ouvrir ça? Bon, c'est pas un sujet vraiment très facile, mais très aisé surtout. C'est pas un sujet très facile. Mais d'un premier accord, il faut tout d'abord l'élève ou bien l'enfant doit prendre son parent comme son ami.
en se disant que non, si je peux parler à mon ami, lui expliquer ou bien lui poser un problème par rapport à ma sexualité, je peux également le faire avec mes parents. Mais tous les parents ne le font pas, donc. Tout à fait. Je n'en disconviens pas. Mais il est préférable d'essayer. La question vous revient à vous, parents. Comment est-ce que vous voyez le débat de sexualité entre son enfant étudiant et vous, le parent, en fait? On vous laisse réagir en commentaire. Prenons maintenant la deuxième question, Colette. L'activité sexuelle est-elle un frein pour les études? Non, et cela ne sera jamais un frein pour les études. Lorsqu'on est jeune, on doit vivre sa vie. Que ce soit sa vie éducative, la vie amoureuse, on doit vivre sa vie en plein temps, particulièrement sa vie amoureuse. La jeunesse, c'est la folie. Une jeunesse sans folie n'est que ruine de l'âme. Il faut faire de la folie tant qu'on est jeune. Il y a un âge à tout. Lorsqu'on aura 30 ans, on n'aura pas envie de faire ce qu'un jeune de 18 ans ou de 20 ans le fait. Non. Le sexe a sa place. On fréquente en journée. On peut pratiquer le sexe la nuit. Ou allons en soirée. Vous êtes d'accord? Bon, je suis d'accord. Mais j'aimerais aussi ajouter que, comme elle a si bien dit, on peut pratiquer le sexe, aller à l'école en journée et pratiquer le sexe bien après, certes. Mais n'oublions pas que derrière le sexe s'y couvre beaucoup de choses. Si par exemple, je peux dire, il y a des IST, il y a des grossesses précoces, parce que la plupart des jeunes n'ont pas la bonne information par rapport à la sexualité. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai déjà eu à mener des activités comme les projets éducatifs, soit dans des établissements, même à l'université de Douala, si je prends comme exemple. On s'est rendu compte que la plupart, ils n'aiment même pas entendre parler, même quand tu te places devant, tu viens dans l'établissement, on dit non, c'est plus une sensibilisation sur la sexualité. Oh, nous sommes fatigués, oh, le pauvre pareil. Il y a toujours une excuse. Toujours une excuse. Et qu'est-ce qui pousse ce refus-là alors? Ils se disent que, bon, pour ma part, ils ont peur. Et la plupart n'aiment pas s'afficher. De préférence, qu'on les aborde en hyper intime. Oui. Ils n'aimeraient pas que tout le monde le sache que voici, je fais ci, je fais ça. C'est pourquoi, lorsqu'on organise ces petits débats-là, ça n'a pas beaucoup de succès. C'est par rapport à cela. Donc, comment procéder alors pour que ces débats-là aient le succès? C'est de procéder de manière intime, c'est ça? De manière intime, oui. Vous êtes d'accord avec le fait qu'on Je suis d'accord avec elle. Donc, l'intimité est plus mise en valeur de ce côté-là. Oui. Et il y a même d'autres étudiants ou élèves, lorsqu'ils sont conscients, quand vous terminez votre séance, ils viennent vous aborder à la fin pour vous dire, bon, madame, je ne pouvais pas parler devant tout le monde. En fait, j'avais telle préoccupation par rapport à tel sujet, j'aimerais et tout, et tout, et tout. Donc, on note ici la timidité ou la peur, en fait, de l'étudiant vis-à-vis de ces sujets. Oui. Peut-on dire qu'il reste encore tabou ici, dans nos écoles, dans nos familles, etc.? C'est un sujet tabou partout, même dans les établissements. Ce n'est pas tous les professeurs qui s'hasardent à parler de la sexualité. Il est bien vrai que la sexualité est incluse dans le programme de sciences de la vie de la Terre, mais il n'entre pas en profondeur du sujet. Comment implémenter ça? Comment implémenter ce débat sexuel-là entre l'élève, le professeur, la famille? Comment instaurer cette sphère de débat? Déjà, on doit le commencer même au collège. Vous voyez, les élèves de 6e ne sont pas comme les élèves de 3e. Il y a une différence physique. Mais maintenant, là, quand tu dis, nous sommes en 3e, il y a la poitrine. Déjà, tout commence par le physique. On peut dire, on peut se nettoyer les aisselles comme ceci. Là, on entre déjà dans l'intimité. C'est comme ça commence le sexe. On ne va pas directement aller dire le sexe sans avoir parlé de comment se nettoyer intimement. Une fois cette étape affranchie, on peut dire, as-tu déjà eu un rapport? As-tu un petit ami? On commence doucement. Non, monsieur, je n'en ai pas. Pourquoi? Dis pourquoi à l'enfant? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de petit ami? C'est tout à fait normal. Est-ce que l'éducation africaine conçoit ça, hein, Daniel? L'éducation africaine conçoit le fait qu'on normalise d'avoir un petit ami en milieu académique? Je pense pas. Vous ne pensez pas? Donc, du coup, l'approche sera encore plus compliquée, c'est ça? Plus difficile. Oui. Mais c'est mieux d'instaurer ça au plus bas âge. Parce que, au plus bas âge, disons, si je prends par exemple le parent, lorsque l'enfant atteint même déjà peut-être 2 ou 3 ans, si c'est un garçon, la maman doit aller dire mon fils, non, ceci là, on appelle ça ceci, on appelle ça soit le pénis. Déjà que les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés. Voilà. Très éveillés. On va instaurer ça depuis le bas âge. Donc, pour vous, et même ça dans le programme éducatif, à partir de plus élémentaire. Ça ne frôle pas la perversité à la limite, Daniel? Non, là déjà, si on commence dès le bas âge, ça ne sera plus un sujet tabou. Quand il va grandir ou bien il va aller au secondaire. Ces enfants-là jouent à l'innocent, ils le savent. Effectivement. Ils le savent. Effectivement.
C'est pour ça Même que... à la maternelle, on comprend. Papa Oui, et maman ça ont avait dormi. certitude, Oui, ils le savent. Oui. J'ai dormi aujourd'hui avec ma grande sœur parce que papa voulait dormir avec maman. Non, mais attendez, ils n'ont juste pas les mots qu'il faut. Mais ils le savent. Aïe, 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 aïe. C'est très chaud sur ce plateau aujourd'hui. On voit les enfants maintenant, souvent, je ne vais pas laisser ma nièce à l'école. Elle fait bisous à son camarade garçon à la bouche. Qui l'a pris? Comment est-ce qu'elle savent qu'un homme, pourquoi ne le fait pas avec son ami fille? Uniquement avec son ami garçon, la maternelle 4 ans. Waouh. Faut dire que les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés. Ils sont hein. très, tellement éveillés. Et ils copient tellement vite alors. Oh là 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 là. Donc, pour vous, on doit mieux, comment dire, élargir la scène Oui, nous devons élargir cette et aspect. commencer depuis le bas âge. C'est-à-dire le primaire déjà. Ouais. Pour évacuer le tabou qui encercle ce sujet-là. Chers parents, si vous nous écoutez, ou bien si vous nous prenez en boucle, c'est l'émission Student Debate et on parle de sexualité aujourd'hui. Comment engager le débat avec son enfant, avec sa fille? Comment éclore cette sphère qui est assez tabou? Colette nous propose l'approche de l'intimité en fait, de parler de la propriété, ensuite attaquer le sujet petit à petit, bien que ce soit un peu frisant, mais bon, pour elle comme astuce ça fonctionne. Je veux savoir si ça fonctionne également pour toi. Oui, également. Et j'aimerais aussi ajouter, même pour la jeune fille qui vient d'avoir ses menstrues, il y a certains parents qui négligent beaucoup cet aspect. Beaucoup, énormément même. Donc, il y a d'autres, je ne sais pas comment on dit ça, quand la jeune fille a ses menstrues, pour le parent, c'est comme si c'était quelque chose de naturel. Alors, le parent devrait plutôt alerter l'enfant par rapport à ça pour lui dire non, comme tu vois, ça, on appelle ça, ceci sont les règles. Quand tu entretiens des rapports sexuels comme ça, on devrait même Lui montrer comment calculer son cycle. Dès l'instant où elle commence déjà à avoir son cycle. Comment faire sa toilette intime. Mais Tout à là, fait. on ne retrouve pas ça dans certaines familles. Les Et parents c'est pas ne le bien. font pas. Ils ne le font pas. On ne montre même pas comment se protéger, comment se garder. On ne le fait pas. Quand même trouver d'autres, même c'est parce qu'elle allait raconter à son ami que j'ai trouvé du sang sur mon caleçon. Justement. Et sa copine qui lui dit, ah oui, moi j'ai déjà eu ça, il faut. Et comment parler alors à ces petits problèmes-là? Comment ouvrir le débat en disant à la jeune fille, si tu trouves une tache de sang sur ton slip et tout, c'est que présentement là, tu es en train de passer de l'âge pubère à l'adulte et c'est ta transformation en tant que femme et ainsi de suite. Comment le dire en fait de manière un peu plus tacite, de manière plus aisée en fait, pour que l'enfant ne se sente pas très complexé, parce qu'on ressent souvent de la timidité. C'est ça? Oui, et de la complicité aussi beaucoup. Parce que là, honnêtement, là, la responsabilité là appartient aux parents. Tout à fait. Particulièrement à la maman. Lorsqu'elle constate que, parce que la maman va toujours le constater. Et puis même pour les enfants, elles viendront dans l'inconscient, viendront dire à maman que maman, j'ai pissé le sang. Oh. Quand je me suis réveillée, mon caleçon était rempli, couvert de sang. Je me suis blessée. Maman lui dit, oh non, tu n'es pas blessée. Voici ce qui se passe. Tu es en train de grandir. Ce sang que tu vois dans ton slip, c'est parce que tu quittes l'enfantillage à une étape où, à ce moment, il y a des choses que tu devrais plus faire. Comme aller jouer avec les plus tout petits, 4 ans, 5, elle ne pourra plus courir encore quartier avec eux. Non. Elle ne pourra plus faire ça. On lui dit à l'enfant, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois plus faire à cette étape. Parce que à chaque étape de la vie, il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit plus faire. Ça, c'est Colette qui dit. À chaque étape de la vie, il y a certaines choses qu'on doit faire et ce qu'on ne doit plus On faire. ne doit plus faire. Donc, normalement, quand la jeune fille, elle obtient déjà ses menstrues, Oui, elle ne doit plus jouer avec les enfants de 9 ans, de 8 ans qui courent au quartier, on enlève les habits, ou bien on court. Quand il pleut, on part danser sous la pluie avec le slip. Non, mais là, ça, elle c'est ne l'âge doit de plus l'enfance, faire. Colette. Tu n'as pas l'impression d'un peu d'occulter sa jeunesse à elle, Non, de non. mettre fin de manière précoce à sa jeunesse. C'est à partir de cela que les filles prennent des grossesses précoces. Tout à fait. Si un homme passe là, il voit ça, et puis il appelle dans l'inconscience que sa maman ne l'a pas éduqué, on ne l'a pas dit les conséquences de ça, parce que lorsqu'on voit ces règles, on est déjà une femme, on peut concevoir. C'est à ce moment-là que vous voyez les petites filles, 15 ans avec les grossesses, est-ce que c'est normal? Non, C'est non. pas normal, ça c'est gâcher l'avenir de l'enfant. Alors, prévenir l'enfant sera vraiment l'épargner d'une mauvaise vie. Parlons justement de ces conséquences-là. Pensez-vous que un mauvais rapport sexuel peut impacter le résultat sur les études? Bien sûr. Bien sûr. De quelle façon? Dans tous les domaines, on n'aura même plus la tête à l'école. On va juste penser à l'acte qui s'est déroulé, On va juste penser à l'acte qui s'est déroulé. qui Mais s'est comment, mal en fait? déroulé. Je prends un exemple, je suis là, j'ai une composition à faire. Et puis à la veille, je vais me mettre bien avec mon copain.
tout se passe mal. L'acte n'est pas comme on veut. L'acte n'est pas désiré comme on le souhaite. Pensez-vous que je serais concentrée à cette composition? Sûrement pas. Hein. Je ne pourrais même pas écrire. Je vais lire même sans comprendre ce qu'il faut faire. Mais un acte sexuel bien fait, vraiment, ça te fait composer bien, même sans avoir étudié. Waouh. S'il te plaît, lorsque tu parles de acte Daniel, sexuel bien fait, j'aimerais savoir ce que tu veux par là dire. Parce que je pense que l'acte sexuel, comme tu dis, il y a des risques également. Bien évidemment, dans tout ce que nous faisons, il y a des risques. Certes, mais maintenant, il faudrait appuyer le fait que lorsque l'acte sexuel est bien fait, nous protéger. Parce que si l'acte sexuel n'est pas protégé, il peut être dû à une grossesse précoce ou non désirée, ou même encore également à une IST, qui sera un frein pour ces études. Et n'oublions pas surtout que c'est la jeune fille qui est la plus vulnérable parce que l'homme ou le jeune garçon, il va continuer ses études. Pourtant, la jeune fille, soit elle sera envoyée de son établissement, il sera dû soit une grossesse précoce ou indésirée, soit une ST, si c'est qu'elle n'a pas les moyens pour se rendre dans un hôpital pour faire des examens et autres. Vous voyez que c'est pratiquement un frein. Cet aspect n'est pas négligé, mais Colette, j'aimerais entendre ce que tu comprends par acte sexuel bien fait. Bien fait, c'est le désir. Ouais. Pas commettre un acte juste pour faire plaisir à son partenaire, mais parce qu'on se désire. Quand on se désire, l'acte est bien fait, on se sent bien. Pour vous, le désir est suffisant pour qualifier un acte d'être bien fait? Oui, le désir. Juste ça. Si je te désire et que tu me désires en retour, alors l'acte là sera vraiment magnifique. L'acte là sera vraiment magnifique. Maintenant, je reviens vers Daniel. Lorsqu'on a dit on va prendre une grossesse précoce et qu'on va renvoyer l'enfant, non, c'était avant. On ne renvoie plus les jeunes filles enceintes à l'établissement. On nous a donné la permission de fréquenter avec la grossesse. Pourquoi ne pas renvoyer le père de l'enfant on ne renvoie pas le père de l'enfant et pourtant la mère de l'enfant, elle les renvoie, c'était avant. C'est la parole d'une étudiante. Hein. C'était avant. Maintenant, on fréquente avec la grossesse. Certes, de fréquenter avec la grossesse, c'est toujours un frein. Mais déjà, c'est mieux que de rester à la maison. Oui. Nous voyons les jeunes filles venir composer leur examen. Et elles ne sont pas candidates libres. Elles ont fréquenté. On ne peut pas renvoyer une jeune fille ancienne dans un établissement. C'était avant. Maintenant, dans le cas des maladies, nous sommes toujours exposés à des maladies. Il y a des objets rouillés là, lorsque ça nous blesse, on attrape des maladies. Pourquoi toujours dire que c'est le sexe qui donne les maladies? Je n'en disconviens pas, mais je pense que c'est l'objectif premier en fait. L'objectif premier dans quel sens? Dans la mesure où vous entretenez un rapport sexuel avec un partenaire non protégé qui soit atteint d'une IST. D'accord. C'est vrai, il faut beaucoup sensibiliser. Peu importe le niveau de sensibilisation dans ce pays, une jeune fille aura toujours un rapport sexuel avec son partenaire non protégé. On ne peut pas se protéger du 1er au 31. Oui. Maintenant, c'est à nos couples de parler, de s'engager. Tu dois être fidèle. On fait des petits contrats là de fidélité. Pour vous, c'est suffisant pour se prémunir des IST, c'est largement suffisant parce que même ce que vous pensez là qu'il faut, on a beau le dire, elles le feront toujours sans se protéger. On va dire, on ne mange pas la banane sans le planter. Vous croyez qu'elle allait sans éplucher? On mange pas la banane sans l'avoir épluché. Vous croyez qu'elle allait partir comme ça, la manger la banane avec la peau? Non. Oh là là, c'est pas un peu fort ça. Moi, je dis les choses telles qu'elles se passent. C'est ainsi que ça se passe. Les jeunes filles qui nous écoutent là, elles le savent. Et même celles qui entretiennent des rapports avec plusieurs personnes, il y a au moins une personne, c'est avec 4 personnes, avec une personne qui le force sans se protéger. Elles ne se protégeront pas. Et pourquoi ne pas se protéger alors que tu sais que tu es exposé à plusieurs maladies et Comme je le disais, d'où intervient l'amour. Quand on aime quelqu'un, on se plie à ses règles. Il va te dire, tu m'aimes. Si tu m'aimes, pourquoi? Dans la peur de perdre son partenaire, elle le fera. Ils vont commettre l'acte sans se protéger. Ça, c'est le désir. Mais dès lors qu'on fait les rapports sexuels juste pour remplir les formalités de satisfaction, satisfais-moi, oui, là, on peut se protéger. Mais lorsque c'est une vraie relation qui est basée sur l'amour, ça, non. On enlève la peau de banane, on le jette. Vous savez quand même on que enlève la peau de banane, on le jette. On la jette. Vous savez quand même que ça ne peut pas se faire dans tous les cas. Parce que ton partenaire peut te dire que, ok, je suis fidèle à toi. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est fidèle à toi? Justement, il n'y a rien qui prouve. Oui. C'est pour ça qu'on devrait toujours tirer un brin d'alerte sur la protection. Ouais, on va toujours le faire. Moi, je ne suis pas contre ça.
On le fera toujours. Toujours et toujours. Et Mais la pour vous, réalité le dit facteur que confiance intervient à quel point alors dans la relation? le facteur confiance. Oui. Dans le sens où si je t'aime, je te fais confiance déjà. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour me prouver que non, non, non. Mais si je te fais confiance et que je te demande de te protéger, pourquoi ne pas le faire? On le fera. Mais sauf que tu ne diras pas cette phrase tous les jours. Cette phrase, même une fille qui est convoitée par les hommes, elle ne dit jamais non à tous les hommes. Si on parle de mauvais rapports sexuels, on peut inclure également le viol à l'intérieur. Parce que, tout à fait, le viol même c'est un facteur premier du mauvais rapport sexuel. Parce Oui. que là, il y a violence, il y a force, il y a non-consentement et ainsi de suite, tout ce qui va avec. Mais maintenant, j'aimerais savoir, dans vos campagnes de sensibilisation, qu'est-ce que vous y mettez dedans pour lutter contre le viol et toutes ces pratiques dépravantes-là? Par rapport au viol, on demande pour la plupart aux jeunes filles de toujours dénoncer. Lorsque tu te rends compte que non, tu es à la maison avec tonton, tu es à la maison avec papa, il commence à te dire, la jupe que tu as portée là, elle est jolie, laisse-toi un peu, fais ci, fais ça. Dénoncer. Parce que c'est pas tout le monde qui a la force de s'exprimer ou bien de parler par rapport à un viol. Comment briser le tabou là après un viol? Je dirais juste de prendre courage et de s'exprimer par rapport à cela. Il est bien vrai que c'est pas facile. Exactement. C'est pas facile de s'ouvrir par rapport à un viol. Ça prend du temps, certes, mais l'essentiel est de dénoncer toujours. Les débats sont très oulants entre nos deux panélistes ce soir et nous sommes ravis de savoir qu'ils partagent des opinions diverses. Prenons juste cette petite pause et on se retrouve juste derrière. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Student Debate et le thème c'est la sexualité. Je me retourne toujours vers notre chère Danielle, la représentante du Forum régional des jeunes du littoral. Oui. Danielle, à quel âge le jeune scolarisé peut-il pratiquer le sexe? À mon humble avis, je pense que c'est à l'âge majeur, c'est-à-dire à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Oui, parce que même lorsqu'on parle de grossesse précoce, c'est lorsqu'elle est atteinte à moins de 18 ans. Donc, il est préférable de pratiquer une sexualité à partir de 18 ans. Et vous croyez qu'il y a une classe particulière dans laquelle on doit se lancer dans l'activité sexuelle? Si on est réfléchi, même à partir de terminale après son baccalauréat, pourquoi ne pas? Moi, je préfère généralement dire que tu obtiens d'abord ton baccalauréat avant de te lancer dans ça. Pour Daniel, on obtient d'abord son baccalauréat avant de se lancer dans l'activité sexuelle. Vous êtes d'accord avec ça, Colette? 18 ans, oui. C'est l'âge idéal. Pour commencer Se à être lancer, sexuellement oui. actif. Et pourquoi 18 ans? 18 ans parce que c'est l'âge, je dirais l'âge majeur. Et en plus, à cet âge-là, on a déjà les parties du corps qui sont déjà assez développées. Il est vrai que ça se développe encore, mais à cet âge-là, quand même, on peut, si on est enceinte, on peut vraiment accoucher. Et puis, le corps est déjà mature, apte à recevoir ce changement physique. Pour moi, à 18 ans, on est assez conscient pour vraiment prendre la chose. Oui, on est conscient. Largement conscient même. Et pour vous, il y a une classe particulière, pardon? À partir de terminale, pourquoi pas? Parce que de nos jours en terminale, c'est vrai, il y a
plus jeunes, il y a les 15 ans, les 16 ans, mais il y a aussi les 18 ans en terminale. On va pas se dire, ok, parce que tu es en terminale, tu ne vas pas pratiquer le sexe. Non, si tu as 18 ans et que tu es en terminale, alors oui, Tu peux peux pratiquer le pratiquer. sexe. Nos panélistes aujourd'hui nous conseillent de pratiquer le sexe à partir de la classe de terminale et surtout si on a 18 ans. Donc du coup, si vous n'avez pas 18 ans, ne vous lancez pas dans l'activité sexuelle. Là. Ce sont nos panélistes qui nous le disent aujourd'hui. Bon, maintenant, pour ceux qui sont déjà sexuellement actifs, comment gérer ça en fait? Comment est-ce que ça se passe en milieu scolaire? En milieu scolaire, c'est que quand on est sexuellement actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est partenaire. Oui. Un partenaire qui fait quelque chose de sa vie, qui travaille ou alors est élève ou étudiant comme nous. Alors, si c'est qu'on a quelqu'un de raisonné devant nous, quelqu'un qui réfléchit, on lui donne le programme. Je suis élève, peut-être toi tu es salarié, tu sais qu'à telle heure, je suis à l'école. Il y a le moment où on ne pourra pas les semaines même où on ne pourra pas se voir. Les semaines où vous ne pouvez pas vous voir. On ne pourra pas se voir, oui. Oui, du fait du travail. Hein. Oui, du fait du travail, du fait de l'occupation de chaque personne. Oui. Donc, du coup, du côté sexe, il y aura des semaines où rien ne se passera. Et puis, bon, tout ça, en fait, c'est le planning. Donc, pour vous, il faut faire une activité sexuelle planifiée. Planifié. Vous êtes d'accord avec le fait de planifier ces rapports sexuels? Oui, je suis d'accord avec elle. Non, pas planifier les rapports sexuels, mais planifier les rencontres. Parce que lorsqu'on est avec son partenaire, tout peut arriver, mais de planifier les rencontres. Ah, d'accord. Donc, pour vous, il faut planifier les La rencontres. rencontre, oui. Donc, c'est la rencontre qui doit être planifiée. Mais sinon, le sexe lui-même peut être improvisé. C'est toujours improvisé. Lorsqu'on programme même le sexe, vraiment, il n'y a plus de sucre. Lorsqu'on programme le sexe, il n'y a plus de sucre, Daniel. Ça vous arrange, ça? Oui, à travers la communication, tout peut se jouer en fait. Entre la communication avec ton partenaire, tout peut se jouer. Vous pouvez vous donner un temps pour vous voir et un temps également pour les études. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains partenaires de nos jours qui aident eux-mêmes leurs copines à continuer avec les études tout en étant en relation avec eux. Donc, du coup, vous êtes pour planifier en fait les rencontres et planifier également le sexe aussi. Oui. Est-ce qu'un sexe planifié se savoure-t-il vraiment? Bon, on va dire que dans une certaine mesure, ce n'est pas bien parce que, disons par exemple, si le partenaire chez lui sait que non, tu dois venir aujourd'hui, vous allez entretenir un rapport sexuel. Là, c'est comme si c'était un peu trop bizarre. Pourtant, lorsque tu viens, c'est imprévu. Je pense que c'est bien quand c'est imprévu. C'est toujours bien quand c'est imprévu. Vraiment planifier le sexe, vraiment, on dit, ok, tu as fini de préparer, oui, bien alors, comment ça te déshabiller? Non! Non! Oh là là, Colette. Le sexe est bon quand c'est imprévu. Le sexe est bon quand c'est imprévu. C'est Colette qui nous le dit, hein. Donc, du coup, on ne doit pas planifier le sexe. Non, on ne planifie pas le sexe, on planifie juste la rencontre. Puis si on se rencontre dans un lieu public, nous sommes dans un glacier, il n'y aura pas de sexe, on planifie la rencontre. Mais lorsque nous sommes peut-être entre quatre murs, d'accord, rien ne peut se passer, tout comme quelque chose peut se passer, ça dépend. D'accord. Rien ne peut se passer comme tout comme peut se passer. Ça dépend du lieu dans lequel vous planifiez votre rencontre selon ce que les jeunes demoiselles nous disent ce soir. Bon, maintenant, Daniel, j'aimerais savoir, pour vous, comment gérer la situation, comment gérer le sexe entre un professeur et une étudiante? Parce qu'on sait que ça existe, hein, n'est-ce pas? Oui, ça existe. Je me rappelle quand je faisais deuxième année en sciences économie à l'université de Douala, il y a un des professeurs qui côtoyait ma copine, je ne vais pas citer le nom du professeur, et le fait de côtoyer la personne, ça a rendu à une relation, et jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble et ils ont déjà 2 enfants. Wow. Et les 2 enfants ne veulent pas dire que c'est déjà chacun de son côté, non, ils sont mariés, évidemment. Donc, pour vous, dans le milieu académique déjà, surtout au supérieur, on peut laisser la... Oui, là, ça peut se faire. Là, ça peut se faire. Vous êtes d'accord avec ça, Colette? Parfaitement d'accord, parce que dans le sens où lorsque nous sommes dans le milieu académique, pas d'avantage. Si c'est 0, on te donne 0. Je suis ton professeur quand nous sommes à l'école. Quand nous sommes dehors, oui, c'est chouchou et chouchou. Mais quand nous sommes à l'école, c'est monsieur. Pas davantage. On se comporte comme tous les autres et on reprend. On punit même de la même manière. Pourquoi pas intensifier la punition à son partenaire? Donc, pour vous, il ne doit pas avoir d'avantage, il ne doit pas avoir de traitement de faveur. Aucun avantage, aucun traitement de faveur. Ne croyez-vous pas que ça fragilise l'amour? Non, ça ne fragilise pas l'amour. Dans le sens où on communique. Quand nous sommes à la maison, je te dis, bon, voilà, tu es ma chérie, on s'aime bien et tout, mais lorsque nous sommes à l'école, nous sommes à l'école. Il ne faudrait pas que tu penses que sinon,
Sinon, ça va tuer ton partenaire. Pourquoi l'avantager si peut-être elle est faible en mathématiques, on lui donne la note? Comment est-ce qu'elle fera à l'examen? Comment est-ce qu'elle fera devant? Ça, c'est bien dit. Pour ceux qui entretiennent ce genre de relation, vraiment, soyez à l'écoute de ce qu'on raconte ici sur ce plateau, car c'est très important. J'aimerais vous poser une question, Colette. Est-il possible de trouver l'amour à l'école? Bien sûr. C'est vrai que dans mon cas, moi, je me suis toujours interdit ça. L'amour. Pourquoi? Avec soit mon camarade ou alors avec mon professeur. Déjà, avec mon camarade, je me dis, il va rien me donner. Je suis à Douala, il est à Douala, il va m'amener où? Nous sommes dans la même école. Il va me dire quoi? En plus, je sais qu'il ne comprend même pas la mathématique. Ah, oula, mais il peut bien vous donner des choses un peu plus, comment dire, matérielles ou superficielles. Hein. C'est à quoi vous nous attendez Je peux vraiment toujours pas. trouver ce matériel-là ailleurs. Moi, vraiment, avec les camarades, on se voit tous les jours. Je vois comment l'autre vient au partenaire, on te coxe. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Donc pour vous, Je ne conçois pas ça. vous ne concevez pas l'amour familial. Non, pour moi, sortir avec son ami, vraiment, c'est ridicule. Vous concevez cela, Daniel? Vous concevez l'amour entre deux élèves et tout ça? Oh, bon, je conçois cela parce que j'ai été victime quand j'étais au secondaire et tout. C'est pour ça que je dis que je conçois. Et pour dire vrai, ça n'a pas été facile parce que voir la personne tous les jours, faire ses petites grimaces, on te punit devant lui et tout, c'est un peu bizarre. Très bizarre, mais très bizarre. Je me rappelle, une fois en seconde, on m'avait remis, j'avais toujours la première de littérature en tête. Maintenant, à la deuxième séquence, j'ai eu la deuxième note. Mon professeur s'est rendu compte, il m'a appelé devant toute la classe. Il m'a dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es quitté de la première note à la dernière note? Je me rends compte qu'il y a quelqu'un dans la classe qui te fait un peu tourner la tête. Tu vois, ça fait un peu genre bizarre. Ouais. Pour finir, j'étais obligée de dire la vérité. On nous a punis, on a demandé de ceci, cela. C'est passé comme ça. Et du coup, c'est passé. Est-ce que vous êtes revenu à vos meilleures notes, en fait? Oui, bien après. Bon, il faut dire que c'était quand même l'une des principales raisons parce que j'étudiais plus. J'étudiais plus parce que tout le temps, j'étais sur mon téléphone à lui envoyer des messages, à attendre qu'il me réponde. J'étais plus concentrée en fait. Donc pour vous, dans votre cas, l'amour scolaire, c'est vraiment un frein pour les études. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que cet amour peut avoir un avenir, en fait? Est-ce qu'on peut parler d'avenir dans l'amour académique? Ça peut arriver à un avenir dans la mesure où vous deux, vous êtes conscients. Vous êtes conscients de ce que vous faites, vous êtes conscients que non, vous mettez d'abord vos études en première position et que la relation, le sexe viendra après. Donc, tout dépend du choix du partenaire. Tu ne vas pas me dire tu vas aller prendre quelqu'un dans sa classe qui est voyou vraiment quand le professeur entre, c'est à ce moment que lui sort. Il va te pousser à sortir avec lui. Le choix du partenaire est primordial pour la jeune fille. Même si c'est un milieu académique? Même si c'est un milieu académique. Pourquoi ne pas choisir le premier de la classe? Ou alors celui qui a toujours de l'intérêt à vouloir répondre aux questions pour ceux qui aiment bien la relation amicale entre camarades. Donc, du coup, il faut choisir le partenaire, mais de manière idéale. De manière idéale. Tirer vers le haut, même si c'est dans un cadre. Toujours une personne qui a un plus-value, oui, même si c'est un cadre scolaire. Moi, d'abord, quand je fais le choix de mon partenaire, je mets d'abord l'intérêt devant. Qu'est-ce qu'il peut me donner de plus? Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui ne va rien m'apporter de plus. Vous mettez quel intérêt devant l'intérêt matériel, financier? Peu importe, ça dépend de la personne. Si devant la demoiselle, je vois l'intérêt matériel, je m'avance un peu. Si c'est financier, bon. Est-ce que vous nous permettez de vous traiter de matérialiste? Il n'y a pas de problème. Donc vous acceptez, vous avouez. Oui, je l'avoue. Oula. Les temps sont difficiles, je l'avoue. Est-ce que ça justifie le fait d'être matérialiste? Ça ne justifie pas. Les temps sont difficiles, mais c'est une raison pour être matérialiste. C'est pas une raison, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Pas parce que tu es pauvre, je t'aime, ok. Quand je vais te dire je t'aime, je viens chez toi. Tu m'aimes toujours, oui, je t'aime. Et puis quoi? On s'aime et alors? Donc pour vous, l'avenir, ça compte beaucoup. Il faut être stratège dans la relation. La stratégie. Donc pour vous, les critères de choix d'un partenaire, il faut pousser le bouchon loin. Il faut de la stratégie, il faut de l'intérêt, il faut... Nos mamans comptent sur nous, mon fille. On compte sur nous. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vraiment être en compagnie de ces deux jeunes demoiselles à qui on va passer la parole pour les derniers mots. Si vous avez à dire à ceux qui vous regardent présentement, vous leur direz quoi? Pour les jeunes filles, évitez le multipartenariat.
dans certaines mesures, pratiquer l'abstinence. Pratiquer l'abstinence. C'est Daniel qui nous le dit dans le cadre de son dernier mot par rapport aux Et pratiques pour de ceux leur qui sont déjà actifs, d'avoir une sexualité saine et responsable. D'avoir une sexualité également saine et responsable. Ça, c'est à noter pour ceux qui voudraient bien continuer à interagir de manière sexuelle. Et vous, Paulette, qu'est-ce que vous dites en conclusion à ces jeunes? À tous les jeunes qui nous écoutent, c'est d'être responsable dans le choix de l'acte, particulièrement à la jeune fille. Je dis non à cette jeune fille-là qui a plusieurs partenaires, non à cela. Avoir un partenaire, c'est bien, mais savoir gérer un seul partenaire est encore mieux. Il y a les maladies dehors. Un seul partenaire, c'est l'idéal. J'espère que vous avez écouté attentivement ce que nos panélistes ont prescrit aujourd'hui comme recommandation. Quant à moi, je suis ravi de vous dire, on se revoit à la prochaine. Merci.